je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vini Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vini Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre -20 et -25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinidaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité. Bon, et ben écoute Paul, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. On a l'honneur d'accueillir Paul Zinetti aujourd'hui sur ce podcast. Je vais tout simplement te laisser présenter pour commencer parce que je trouve que les invités le font toujours mieux que moi. C'est toujours plus simple, je pense. Donc Paul Zinetti, bourguignon de naissance, en poste au domaine depuis 2014, premier millésime. Et j'ai travaillé avec Benjamin Leroux, qui était l'ancien régisseur, pendant 3 ans. D'accord. J'ai 41 ans. Voilà. Et mon parcours de vie, on va dire, il a commencé professionnel, il a commencé vers 18 ans. J'ai fait le lycée viticole de Beaune pendant 3 ans, et à un moment donné, j'ai préféré arrêter. L'école, c'était pas forcément fait pour moi. En tout cas, ce format-là n'était pas fait pour moi. Et je suis parti travailler dans le Languedoc pendant 6 ans. Directement. Donc, voilà, on va dire de 2000 à 2005-6, j'ai fait 5-6 vinifs là-bas. Ok, besoin d'aller voir ailleurs. Besoin de bouger, de voir d'autres choses et de bouger de la Bourgogne que j'aime beaucoup, mais qui est parfois un peu fermée. Donc, voilà. Mais donc ça m'a permis. Voilà, j'étais chez Bruno Lafont, qui est un bourguignon lui de naissance, qui est le frère de Dominique Lafont, qui est un grand domaine à Meursault. Et voilà, donc j'ai appris beaucoup de choses là-bas parce que c'est un domaine où c'est une belle expérience parce qu'on avait 13 cépages différents, comme beaucoup dans le Languedoc. Donc on apprend assez vite et c'était super intéressant. Et suite à ça, je suis remonté en Bourgogne petit à petit et j'ai refait un BTS quelques années après. D'accord. Et alors, si on revient même juste encore avant, qu'est-ce qui a fait ta décision de t'engager dans un lycée viticole déjà ? Il fallait bien que je fasse quelque chose de ma vie. Non, après c'était... j'avais déjà travaillé durant les travaux d'été, on va dire les saisons. J'avais déjà bossé dans 2-3 domaines, dont le domaine des Comtes Lafont à Meursault. C'est les amis de mes parents. Et je crois que ça m'a plu... ça a pris un peu de temps, mais assez rapidement, j'ai su que c'était ça, ma voie. Ouais, tu t'es senti un peu appelé dans le sens parce que à force de fréquenter, d'être dans... Ouais, d'être dans le cru, quoi, d'être dans l'ambiance vin et vigne. J'ai beaucoup aimé travailler dehors, j'aime toujours travailler dehors, j'aime la nature, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, quoi, l'aspect vigne tout bêtement, enfin nature, tout ça, quoi, c'est quelque chose qui est important et on en reparlera plus tard, je pense, mais voilà, donc... T'es arrivé par la vigne, en fait, un peu. Ouais, je suis arrivé par la vigne, par le côté nature et derrière le produit aussi, bien sûr, mais le côté nature. Ok, super intéressant. Et donc, tu viens faire un BTS Viti-Eno, du coup J'ai fait un BTS Viti-Eno à Mâcon, où j'ai travaillé pendant 1 an. Et après, je suis revenu en Bourgogne, en Côte d'Or, courant 2007-2008. Okay. Et j'ai intégré le domaine en 2010. Voilà. Ok. Donc t'es arrivé en 2010, 2014, ensuite t'étais là. Et après, premier millésime, Benjamin Leroux, qui était l'ancien régisseur, et lui est parti. Il a monté son propre domaine. Et puis j'avais l'opportunité je me suis positionné sur le poste. Et avec le compte Armand, ça s'est bien passé. Et puis du coup, on a continué, quoi. Donc c'est une ascension assez rapide, on va dire quand même. Oui. C'est chouette de pouvoir prendre les responsabilités d'un domaine aussi prestigieux. Ah bah oui, c'était une grande chance, une fierté d'être là-bas. Ouais. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce domaine, justement ? Parce que domaine Comte Armand, domaine Clos des Eppenaux, comment est-ce qu'on l'appelle On l'appelle le domaine du Comte Armand, voilà. Ou le domaine des Eppenaux. Historiquement, le domaine des Eppenaux, il s'est appelé comme ça parce que jusque dans les années 90, il n'y avait que le Clos des Eppenaux en production. Bien sûr. Donc, c'était quelque chose qui était... donc, domaine de Clos des Eppenaux, c'est 5 hectares 23, un monopole, donc une très grosse parcelle avec une multitude de terroirs à l'intérieur. Et voilà, donc 9 hectares maintenant en totalité. Donc sur Pommard, Volnay, aussi du Reste. 5 rouges, village et premier cru, et un aligoté que j'ai emmené à la dégustation. Voilà, la dégustation, et un petit peu de chardonnay. Voilà.
Un petit peu de Mais chardonnay. à 95%, c'est rouge. Hein, D'accord, oui, ouais, c'est un peu la spécialité, on va dire. C'est un domaine historiquement de rouge. Quoi. Bon, et quand on vient du Languedoc avec 9 cépages, retourner à 2 cépages, ça se passe comment? Ouais, c'est plus simple, on va dire. C'est plus. Ouais. Ouais. Non, après, ce qui est intéressant, c'est un domaine qui a taille humaine aujourd'hui. Ouais. Enfin, c'est 9 hectares. 9 hectares, ça peut paraître grand quand même en Bourgogne, mais il y a. Je pense que je suis tombé un peu amoureux du domaine quand je suis arrivé là-bas. Quoi. Ouais, ce qui a fait que toi qui avais besoin d'aventure, il fut un temps, là, tout d'un coup, tu t'es dit, Ouais, je suis peut-être bien là où ouais, je je suis. suis bien, et puis avec des, Mhm. des belles rencontres, dont Gabriel Armand, le comte Armand, qui m'a fait confiance. Aujourd'hui, ça a été repris depuis 2016 en gérance par son fils Olivier, Ouais. avec qui, qui ça se passe très bien aussi. Mais j'ai envie de dire que toute la famille, elle est impliquée dans ce domaine, et il y a un réel amour, on va dire, de ce domaine. Donc, Ouais, c'est ce que j'allais te demander un petit peu, qu'est-ce qui fait que tu te sens aussi bien? C'est un tout. c'est l'endroit, Ouais, l'endroit est magique, je trouve. Le domaine en lui-même, enfin les bâtiments sont magnifiques, hein, c'est des très vieux bâtiments. Les terroirs, le Clos des Epnos, c'est une vigne qui est unique, qui est rare. Et puis l'aspect humain est pour moi important. Donc je parlais voilà, de la famille Armand, ils m'ont fait confiance. C'était pas forcément, c'était un pari, je pense, à la fin, il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça marche, donc c'est bien. Donc voilà, donc c'est un tout qui fait que c'est assez spécial. Moi, j'en ai fait quand même pas mal de domaines. Enfin, j'ai pas mal bougé, et des domaines comme ça, c'est des raretés, quoi. Donc voilà, donc on a envie de continuer ce qu'avaient fait mes prédécesseurs, dont Benjamin Leroux avant et Pascal Marchand. On va dire que c'est Pascal Marchand qui est arrivé dans les années 90 qui a fait redorer le domaine, quoi. Ouais. Qui a apporté la biodynamie, qui a qui est arrivé avec une nouvelle génération de vignerons de l'époque. Voilà, donc je suis dans cette continuité. Ils m'ont entre guillemets donné les clés à cette époque-là, en 2014. Beaucoup de pression au début, pas envie de les décevoir. Et puis voilà, donc voilà, c'est une belle histoire en tout cas. Ouais, j'ai l'impression, c'est assez marrant, mais tu as une certaine énergie quand tu parles, etc. Ouais. Et tu as un certain apaisement quand tu parles de là-bas. Ouais. Un peu comme si ça avait calmé un peu cette fougue de te dire, ah en fait je crois que c'est un peu là-bas que je suis bien. Ouais, ça m'a un peu calmé parce que j'étais un petit peu un chien fou quand j'étais un peu plus jeune. Non, tout est réuni pour que le travail qu'on fasse un beau travail, on essaie de sortir des grands vins. Et voilà, quoi, donc c'est top. Et pour donner une petite idée un petit peu à nos auditeurs, quand on est à 9 hectares en Bourgogne, en termes de nombre de personnes qui travaillent au quotidien sur le domaine, ça représente quoi? On est en permanent, on est 5, D'accord. plus un stagiaire, souvent j'ai toujours un stagiaire qui vient. Donc 5 qui se répartissent comment? Alors le bureau, une personne, okay. à temps plein. Hein. Moi aussi j'y suis, mais bon, j'essaie d'être le moins possible au bureau, d'être le plus sur le terrain. Après, on a un tracteuriste, donc ça, c'est voilà, on prend que partie tracteur, labour et tout ça. Et puis, dans les vignes, ils sont 3. Alors, ça, c'est dû. Voilà. L'année, on est 3. Par contre, on prend une saisonnière à partir de février. Et puis après, en pleine saison, quand ça commence à pousser, à partir du débourrement, je compte quasiment une personne pour un hectare. D'accord, ok. On est à peu près 8, voilà. Parce que ça pousse quand même assez vite. Surtout maintenant avec le réchauffement et les printemps chauds. Donc il faut mieux être beaucoup à la base au début, quitte à en laisser, à être moins à la fin. Mais, ok, ouais, donc donc on 5, double plus ou moins la taille du nombre de personnes qui s'occupent de la vigne. C'est ça. En fonction des périodes, jusqu'au vendange, je suppose, où ça monte encore un peu. Ouais, les vendanges, on est 40, mais... ouais, ça va vite. Ouais, ça va vite. Ça monte assez vite. Ouais. Ok. Et la répartition, du coup, tu parlais d'un peu plus de 5 hectares 23, si je me souviens. Sur le clos, ça, le clos. Ouais. Et le reste, un petit peu, comment c'est réparti? Volnay, on est sur 1 hectare de Volnay. On a des premiers crus frémis, on a 40 arts. Et aussi du reste, premier cru, on a 1 hectare. Et puis 40 arts de village. Et les aligotés, ça fait... il y a 80 arts. D'accord, ouais. Oui, donc ça reste aussi une production assez confidentielle sur la ligoté. Quoi. En gros, on sort à peu près par an autour de 40 000 bouteilles. Ok. À peu près, selon le millésime, selon les caprices de la météo et tout ça.
C'est pas facile en ce moment. C'est pas facile en ce moment? Bah non, en Bourgogne, enfin même ailleurs, hein, on a des phénomènes extrêmes quand même, entre la grêle parfois, souvent. On a été impacté quand même sur pas mal de millésimes avec la grêle, 12, 13, 14 en l'occurrence. Et le gel, aujourd'hui c'est le gel le problème. Ouais. C'est pas le problème du gel, le gel il y en a toujours eu, c'est surtout le problème des hivers plus doux et que la vigne se réveille plus rapidement. Donc, ouais, ça réveille plus tôt et du coup le gel qui arrivait à la même saison qui arrive au mois d'avril en général, il fait plus de dégâts quoi. Et alors, attends, avant d'arriver justement sur les problématiques que vous avez régulièrement, notamment en Bourgogne, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce millésime là qui 23 vient de vendanger que j'ai pas encore fini d'entonner. C'est un très beau millésime, hein. On a eu je pense qu'on a eu de la chance aussi, mais on a eu une belle récolte. En termes de volume, c'est bien. Et surtout en termes de qualité, c'est très beau. On a trié, on a quand même pas mal trié. On a été impacté un peu par ce qu'on appelle les phénomènes d'échaudage. Donc ça, l'échaudage, en gros, c'est les raisins qui sont brûlés par le soleil, quoi. D'accord. Donc on a toujours une face exposée au soleil, qui est beaucoup plus touchée. D'où le triage important derrière. Voilà, d'où le tri. Cette année, hein, ce qui est caractéristique un peu le millésime, c'est qu'on avait pas mal de raisins qui étaient un peu flétris, un peu figués. Donc ça, fallait les enlever. Ok. Voilà. Donc ça, plus le tri, pour moi, c'est une étape importante du processus de vinification. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir toujours ces baies un peu parfaites qui... Ce qu'il faut dire, c'est que si c'est comme la cuisine, hein, si on veut faire des grands plats, il faut avoir des très beaux ingrédients. C'est pareil pour le vin. Si on n'a pas des beaux raisins, on fera pas. Moi, je suis pas magicien. Donc voilà. Donc le temps qu'on passe au tri, il est nécessaire pour en final avoir en cuve que des top raisins. Ouais, bien sûr. Oui, c'est cette problématique-là aussi. Ouais. Et alors, apparemment dans le Bordelais cette année, notamment, il y a eu des vendanges assez longues, assez étalées en temps. C'était votre cas aussi? Ouais, nous on a battu des records en termes de. C'est-à-dire, vous avez... Normalement, on est en temps normal, on est à 7-8 jours, et puis là, on a fait 3 jours de plus, 3-4 jours de plus. Ok, oui, voilà. Ce qui vous arrive très rarement. Ce qui nous arrive rarement, pourtant on avait une belle équipe, mais il fallait que le tri soit fait quand même un peu à la vigne, il fallait quand même faire le job, quoi. Ouais, je comprends. Ok, ce qui est un défi par rapport au fait qu'il y ait des vendangeurs, etc., je suppose... Ouais, puis on en loge pas mal, donc c'est pareil. Encore voilà. Ça se fait de moins en moins quand même. Ça se fait de moins en moins, mais on a encore gardé ça au domaine. On a la chance d'avoir une équipe qui est assez fidèle, avec on va dire une base assez fidèle. Après, il y a toujours des nouveaux qui viennent se greffer. Ouais, c'est intense. Ouais, c'est intense. Mais c'est un stress un peu passé là déjà, non? Ouais, le stress est passé. Le stress, il est avant les vendanges. Et quand on choisit cette date de vendange qui est quand même assez importante aujourd'hui, parce qu'en quelques jours ça peut vite changer le profil du millésime. Donc voilà, après une fois que les raisins arrivent, on est dans le dur, on va dire. Et là ça va, mais c'est vrai que le stress il était avant. Et qu'est-ce qui décide aujourd'hui de ta date de vendange? Tu cherches quoi? Une belle maturité, un équilibre? C'est quoi un petit peu les... Il y a plusieurs critères. Chacun fait un petit peu parfois différemment, on va dire, en fonction des domaines et des identités un petit peu. C'est quoi l'identité un petit peu du domaine? Moi je pars du principe que si on veut faire des grands vins, il faut avoir des qualités de peau, en tout cas de raisin, de maturité phénolique au top. Donc moi je fais toujours des analyses de grappes, on va dire. Enfin, je prends des grappes, on les presse, on les emmène au labo et puis après ils sortent une analyse qui nous permet de voir un peu le profil du millésime. Ouais. Mais ça, c'est pas le plus important à mon sens. Le plus important, c'est la dégustation. Chaque 2-3 jours, on fait donc prélèvement dans les vignes et on goûte les baies. Et là, on va voir si les peaux sont mûres, si les tanins si les pépins sont agoûtés, donc bruns, si la pulpe se détache facilement des pépins. Pas, ouais. Et tout ça, ça va quand même apporter une certaine compréhension du millésime. Et voilà. Si on a des peaux qui sont pas mûres, si on a des raisins qui sont pas mûrs, on n'aura pas forcément des tanins très souples, très soyeux. Donc le travail de vinif sera différent. Ouais, donc voilà, je pense que le pinot aujourd'hui, des pinots, on parle souvent des degrés alcooliques aujourd'hui des vins en général, un peu partout. Hein, on a des degrés qui sont un peu plus importants qu'avant. Moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je préfère être un peu plus élevé autour de 14. Aujourd'hui, à 14 degrés, c'est quelque chose qui
c'est une habitude aujourd'hui. Oui, bah, bien sûr. Hein, mais si par contre derrière on garde ce qu'on appelle la fraîcheur ou l'acidité, ou si l'équilibre est conservé, moi ça me va très bien. Donc dernièrement les millésimes qu'on a fait, c'est des millésimes qui sortaient avec des degrés alcooliques assez élevés, mais l'acidité est là, le pH est bas, et en termes de dégustation, ça sort bien. Oui, c'est ça aussi l'essentiel d'une certaine manière. C'est le plus important, l'équilibre global est préservé. Voilà. D'accord. Et le Pinot, je pense que le Pinot, et surtout sur certains terroirs comme Pommard, supporte mal les manques de maturité. Oui, c'est ça. Oui, parce que Pommard, parce qu'on dit le Clos des Élépnos, mais du coup c'est à Pommard. Pommard premier cru. Pommard premier cru. Et Pommard a parfois cette réputation un peu de dureté, on va dire, dans les vins de Bourgogne. Et c'est quelque chose que vous cherchez à assouplir, que vous trouvez intéressant, que vous essayez de garder un peu, parce qu'il y a cette notion de terroir peut-être aussi. Bah, de toute façon, le terroir, moi j'essaie de faire parler le terroir au maximum. J'accompagne le terroir, j'essaie de pas. Je supplante pas le terroir. Je fais des vins de terroir, chaque millésime est différent, voilà. Et c'est vrai que Pommard, on a cette image de vin dur, austère parfois, où il faut attendre 20-30 ans avant de les boire. Bon, c'était une image qui est un peu révolue maintenant, mais après le travail de vinification, c'est là où on va faire le vin, c'est là où on va signer le vin, entre guillemets. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir affiner la structure, le tanin. Donc c'est sûr que si on fait une extraction un peu trop poussée, donc des pigeages ou des remontages, derrière ça va être un peu dur, donc un peu marqué. Et à mon sens, il faut mieux parler, j'aime bien parler on a parlé pendant quelques années d'infusion. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y avait pas mal le terme d'infusion qui revient. Quelque chose que j'ai dû employer aussi il y a quelques années, mais faut pas oublier que c'est pas du thé non plus, quoi. Donc il faut quand même aller chercher le potentiel du millésime. C'est une manière de dire qu'on fait ça de manière peut-être plus douce, plus. Oui, voilà, c'est vachement plus doux qu'avant. C'est moins, on va vraiment pousser très fort pour aller mettre au fond de la cuve, ou remonter les raisins en aspergeant avec peut-être un débit. Non, on essaye de vraiment garder la finesse. Le Pinot, il est beau quand il est fin. Quand il y a ce côté fin et précis et fruité du vin, ça c'est super intéressant. Mais il faut que ça raconte une histoire aussi. Il faut qu'il y ait une matière, il faut que le tanin soit là, mais qu'il soit bien intégré, qu'il soit souple. Et Pommard, c'est un challenge parce que c'est pas tout le temps évident. Et voilà, donc il faut être fin sur la vinif. Et justement, pour arriver sur la partie un peu élevage, comment est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que vous faites au niveau des contenants c'est quoi un petit peu votre élevage traditionnel en fût, fût bourguignon, entre 18 et 20 mois, ça dépend. Ok. Sur lit, très classique. Fût neuf, pas forcément. Proportion de fût neuf, toujours. Ok. Ouais. Autour de entre 20 et 40-50% pour le clos. D'accord. Ok. Ce qui permet aussi d'absorber peut-être la dureté, enfin de compenser peut-être la. Ouais, puis ça rapporte un peu de fraîcheur le fût. Ouais. Il faut pas l'oublier, c'est un contenant qui est important. Aujourd'hui, des alternatives aussi, mais je prends un millésime comme 21, qui était un millésime assez difficile en Bourgogne. Problème climatique aussi, maturité qui n'était pas au top non plus, mais un millésime un peu plus en retrait par rapport aux autres. L'apport du fût, il a été très très important. Et le vin, il s'est développé en fût, il a pris du volume en élevage, quoi. Donc voilà. Il faut faire des essais. Moi, j'ai essayé aussi d'autres choses. Là, j'ai essayé sur les ligotés cette année, on a acheté des clevers, c'est des cuves en céramique. Ok. Voilà, je fais un essai avec un élève de DNO à Dijon. Faut pas être fermé. Ouais, tu es dans l'expérimentation. Il faut se remettre en question parfois. Et puis voilà. Et quelle est cette liberté justement qu'on te donne ? Parce que il y a toujours aussi cette notion, j'ai l'impression que la famille Armand, du coup, famille Comte-Armand, elle est quand même assez impliquée. Qu'est-ce que vous débattez tout ça ensemble ? Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui ? Ils me font confiance. Ouais. Et voilà, et après je leur explique ce que je fais, ce qu'on met en place et tout ça, mais... T'as la responsabilité et la liberté de décision, on va dire. Oui, voilà. Après, si demain je change complètement le style du vin, je suis pas sûr que ça soit non plus très bien apprécié. Mais bon, après, voilà, non. Moi, j'ai repris le flambeau, je fais mes propres vins, enfin, en tout cas, je mets ma signature dessus, en gros. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde, pour le client final, voilà. J'ai pas révolutionné non plus le produit, je veux dire que j'ai pas... mais j'essaye de... Voilà. C'est mes vins à moi, et les vins de Benjamin étaient les vins de Benjamin, le roux. Les vins de Pascal Marchand étaient les vins de Pascal Marchand. Et on a chacun notre sensibilité, notre identité.
Et c'est ça le plus important. Et je me rends compte qu'on n'a pas forcément parlé de comment t'es arrivé, on va dire, au domaine. Tu nous as tout de suite dit, bon, bah voilà, j'ai fait mon BTS. Et puis après, alors après, j'étais embauché. T'as postulé, tu connaissais déjà un peu le domaine. Je connaissais Benjamin Leroux, le régisseur. D'accord, ok. Qui m'a embauché. J'étais entre guillemets son second. Ok. Et du coup, il savait que tu recherchais, vous avez été rapidement mis en relation. Et puis... Ouais, voilà. Puis après, l'opportunité était là. Il y avait d'autres personnes qui étaient sur le poste aussi, le poste de régisseur. Voilà. Je pense que j'ai été sincère et puis après, ça s'est bien passé, quoi. Ouais, c'était une question de match aussi. Quand on va travailler autant main dans la main, je suppose que faut que ça fonctionne pas. Exactement. Je te propose tout simplement qu'on passe à la dégustation. On a notamment un vin blanc et ça serait dommage que ça se réchauffe un peu trop. Et que tu puisses nous parler un petit peu du coup de cette bouteille. Là, il n'y a pas encore du coup de partie en cléver, en cuve. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est un 2019, Bourgogne et Ligotté 2019, qui a été... je vais vous expliquer, on va déjà se servir et puis on va voir ça. Non, c'est issu de 3 vignes, 3 parcelles, qui sont 2 jeunes vignes sur Pommard et Volnay, et une très vieille vigne qui est sur Meursault. Et donc tout ça, donc c'est des aligotés dorés. Et donc tout ça c'est assemblé, oui, c'est vinifié ensemble. Il y a toujours une partie de fût, des gros fûts de 600 litres, on appelle ça des demi-muits. Ouais. Donc ça c'est important. Et il y a toujours une petite partie en cuve inox aussi, qui rapporte un peu de fraîcheur et qui garde un peu l'attention. Élevage classique, on va dire, sur lit pendant 16 mois sur ce millésime. Pas de bâtonnage. Sauf que les lits, on les laisse, voilà. On va pas venir, remuer les lits. Ce qui permet du coup, en fait, généralement de garder un peu plus de fraîcheur dans le vin, un peu moins de côté beurré. Ouais, voilà, comme on peut avoir parfois sur des appellations phares de Bourgogne. Pas de fût neuf sur ce millésime. Voilà. Après un léger collage, un essai de collage. Moi, je filtre pas les rouges, mais les blancs, je les filtre quand même. Donc collage et une filtration. Pourquoi est-ce que justement ce choix de pas filtrer les rouges mais de filtrer les blancs ? Parce que les rouges, je fais 2 élevages beaucoup plus longs, de 2 hivers, donc ça a le temps de bien se déposer. D'accord. Je travaille pas avec des lits très épaisses, donc c'est des lits fines en général. Et à la fin de l'élevage en fût, le vin rouge, la turbidité, la limpidité, là, elle est bien. Oui, bien sûr, ok. Donc après, il faut faire des essais de filtration, des fois ça peut marcher. Ça peut ramener peut-être un peu plus de précision parfois. Mais à mon sens, on enlève quand même certaines molécules, enfin en tout cas certains... Le vin est un peu plus... pas dépouillé, mais voilà, ça en enlève un peu. Mais c'est pareil, c'est des trucs qu'il faut... Essayer. Il faut essayer, exactement, voilà. Faire des essais de filtration, c'est important. Puis se remettre en question, voilà, ça c'est important. Je te propose qu'on passe à la dégustation pour mettre un peu en image... qui est quand même assez expressif. Ouais. Donc 2019, c'est un millésime chaud en Bourgogne. On a eu quand même une belle saison. Un beau millésime 19, une belle qualité globale. Voilà. Autant sur les blancs que sur les rouges. Ouais. Ça a été récolté très tard. Moi, les aligotés, c'est toujours des vignes. Enfin, on finit toujours par les aligotés. C'est un cépage qui mûrit tardivement. Et je pense qu'il faut aller chercher des maturités un peu élevées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de... Les ligotés, si on récolte trop tôt, c'est très acide. Oui, bien sûr. On a ce côté... les ligotés, c'était ce qui lui était reproché aussi beaucoup. Oui, voilà. Très vert, très acide, utilisé pour faire les kirs à l'époque, ou les créments. Toujours d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je pense que l'idée, c'est quand même d'aller chercher des maturités, avoir une couleur de raisin quand il commence à devenir un peu orangé, un peu rose. Faut pas qu'il soit flétri, mais c'est ça qui est intéressant. Ok, d'accord. Et voilà. Et c'est quelque chose qui se développe pas mal, la ligotée, qui est revenu à la mode, on va dire, depuis quelques années aussi, qu'on retrouve de plus en plus dans pas mal de domaines. Il y a pas mal de grands vignerons qui s'y remettent aussi. Ouais. C'était un choix qui est assez récent pour vous, ou ça fait longtemps que... Nous, ça fait depuis la ligotée, on l'a replanté en 2008. D'accord. Première vigne replantée, et 2013, l'autre vigne. Et les Meursault, c'est des vieilles vignes. Moi, je pense que les ligotés, ils bénéficient beaucoup du réchauffement climatique. Oui. Donc, c'est vrai que c'est quand même un cépage qui
qui est très intéressant, qui est un peu moins sensible que le chardonnay, qui est très généreux. Il faut faire attention parce qu'il a tendance à quand même produire assez pas mal. En quantité, oui, tu veux dire. Les rendements sont très puissants. Il faut faire gaffe. Faut quand même le raisonner parce que ça peut faire des rendements champenois. J'ai peut-être pas me faire des copains. Mais voilà. non, mais voilà, faut faire très gaffe. Et puis voilà, et puis aller chercher ces maturités-là. Quel est le problème dans le rendement très fort? C'est un manque de maturité, un manque de... Ouais, c'est ça. En général, c'est plus on produit. Alors, il y a des millésimes où ça va très bien se passer. On va pouvoir faire des rendements assez élevés, et puis ça sera très bon. On n'est pas sur, là, on est sur des sols de plaine. D'accord, ok. Donc, si tu veux, c'est des sols qui sont assez fertiles. Hein. Donc, je pense aussi que la ligotée s'y plaît bien. Ouais. On parlait des rendements, c'est ça, non? Ouais, non, ouais. Je parlais de globalement pour le rendement, qu'est-ce que ça apporte? Ah oui, ça apporte, c'est plus dilué, on va dire. Ouais, c'est plus comme le rouge, c'est pareil. Si on fait beaucoup de rouge, la concentration en sucre sera moindre. Et puis l'aspect gustatif aussi, quoi. Oui, les arômes variétaux sont moindres, donc voilà, il faut faire gaffe. Concurrencer avec de l'herbe parfois, c'est un truc qu'on fait aussi. Ouais, ok, ouais, pour justement un peu... Ouais. Il est un peu chaud. J'avais mis au frais, mais du coup il s'est réchauffé forcément, oui. Dans la valise. Mais voilà, moi je trouve que c'est un grand millésime en tout cas sur les ligotés. Il y a ce côté gourmand qui est là. L'acidité qui est quand même là, qui est présente. Ouais, je trouve qu'il y a une belle finale. On est sur la fraîcheur quand même assez minérale aussi. Et je trouve ça chouette de garder bien ça, même avec un peu de chaleur. Enfin, ça reste hyper digeste en fait. C'est ça. Donc il n'y a plus qu'à boire à bonne température. Voilà. Non, mais ça passe. Enfin, je sais que sur un repas, ça passe très bien. Oui, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de se contenter d'un apéritif ou quelque chose. On peut aller chercher des choses un peu plus... sur des plats un peu travaillés, ça passe. Tu en as parlé tout à l'heure. Je trouve ça intéressant de parler des défis. Tu parles de côté positif et de côté négatif, ce réchauffement climatique ou dérèglement climatique, si on veut en parler de manière plus générale, on va dire. Ça a des points positifs. On parle avec certains vignerons aussi qui nous disent j'ai jamais eu autant de bons millésimes sur les 10 dernières années, mais il y a aussi un nombre de défis qui arrivent, et vu que ça s'est réchauffé très vite, il y a des défis qui arrivent très vite aussi pour la suite. Quels sont aujourd'hui les gros défis pour le domaine contrairement C'est vrai que je voudrais juste revenir sur ce que tu disais sur la qualité globale des vins français et ça n'a jamais été aussi bon aujourd'hui. On a plus de différence de millésime, on a plus trop on contrôle quand même beaucoup mieux les choses. Je pense que il y a une réflexion qui est faite sur on parlait d'échaudage tout à l'heure par exemple. Ce phénomène d'échaudage est quand même assez grisant parce que c'est quelque chose qu'on est mal à maîtriser, quoi. Autant les maladies, mildiou, oïdium, on sait pourquoi, il y en a, on sait pourquoi, des fois on peut se louper sur un traitement, et puis les conditions climatiques sont pas top, donc voilà. Mais en tout cas, l'échaudage, c'est quelque chose qui, moi, ça me prend la tête, comme on dit. Donc voilà, là-dessus, c'est une réflexion qui va commencer à avoir, parce que on peut pas... Et puis si ça continue comme ça, dans 20 ans, on aura des vins à 16 degrés. Enfin, voilà, il va falloir quand même qu'on réfléchisse à ça aussi. Donc le travail, il est sur... et là, on parle beaucoup d'enherbement, de maîtriser des choses qu'on va planter, qu'on va semer, qui vont apporter en gros de la fraîcheur au sol et tout ça. Un truc tout bête, on met un thermomètre au sol en plein été, on est sur des températures extrêmes de 50-60 degrés parfois. Donc c'est très très très... Ça monte très très vite, quoi. Même si la vigne... On va dire que la vigne, c'est comme une plante qui aime la chaleur. Mais elle a besoin d'eau quand même. On est quand même sur des densités assez élevées en Bourgogne, à 10 000 pieds hectares, voire plus. Faut pas croire que la vigne, s'il pleut pas pendant 2 mois, elle va bien se comporter. Donc voilà. Oui, c'est pas fait pour non plus, quoi. Non. Donc, ça a une forte résistance par rapport à d'autres plantes, mais voilà, c'est pas... On lui demande quand même de produire chaque année du raisin. Et voilà, donc il faut quand même l'aider. Donc de par les enherbements, ça peut être une solution. Alors on parle pas mal de ça aussi, de recréer une canopée, essayer de recréer un peu d'ombre pour que l'échaudage soit moindre. Ça aussi, c'est une réflexion à avoir. Il y a un travail sur les porte-greffes.
Ouais. Hein, on peut en parler aussi sur des porte-greffes plus résistants. Travail de vigne, on parlait du gel tout à l'heure, donc c'est de tailler le plus tardivement possible. Hein, on a des systèmes de lutte contre le gel, mais bon, les bougies, c'est bien beau, mais bon, quand on voit ce que ça lâche dans l'atmosphère, c'est quand même pas top. Ok, ouais. Moi, c'est un truc qui me... On en a mis. Oui, en fait, est-ce qu'il y a des solutions alternatives aujourd'hui? C'est quoi il y a des éoliennes, il y a des... Mon Chablis, l'aspersion, ça marche depuis des années. Il y a, comme je disais, essayer de décaler un peu le stade de la vigne, quoi. Donc, essayer on va dire, de tailler le plus tardivement possible. On va gagner quelques jours, ou une semaine. Oui, mais parfois, c'est ça qui est décisif, quoi. Ça joue à rien, des fois. Ouais. Il y a plein de systèmes là aujourd'hui, il y a plein de... Donc si on reprend un peu de recul, globalement, t'as les gros défis aujourd'hui, c'est le gel, en fait, parce qu'il est toujours aussi tardif, il peut arriver toujours de manière aussi tardive, et vu que la vigne se réchauffe, se réveille, réveille, t'as souvent cette problématique de se dire, bon, bah en fait, voilà, ça m'a un peu flingué ma récolte, quoi, on va dire. T'as cette problématique de chaleur aussi en été. Extrême, chaleur au sol, etc. Moi, il y a un point qui m'a marqué tout à l'heure, tu disais, voilà, on va planter. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on voulait éradiquer, enfin pour beaucoup, l'herbe. On voulait éradiquer l'herbe. On l'a laissé revenir, et maintenant on va la planter. C'est quand même, enfin, on est quand même sur des étapes qui ont quand même bien changé. Faut planter on laisse, moi je laisse soit on plante, soit on fait l'enherbement spontané, donc naturel. Hein. On a les herbes qui poussent un peu partout, les plantes. Autrement, on peut planter des plantes qui apportent de l'azote, des crucifères, des choses comme ça. Ça, c'est pas évident. On peut parler aussi d'agroforesterie, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est assez tendance en ce moment, c'est de remettre des arbres dans les vignes, tout simplement. Alors nous en Bourgogne c'est compliqué parce qu'on est comme je disais, on a une densité qui est assez élevée, on est à 10 000 pieds hectares, 1 mètre sur 1 mètre, c'est déjà pas facile de bosser, je trouve ça quand même assez fatigant. Mais il y a des groupements de vignerons, d'études qui sont où on réfléchit à ça, on essaie de voir, on fait des essais, on fait des... Avec quel groupement d'études? Parce que du coup, tu fais partie de certains groupements. On a créé avec des vignerons, d'autres vignerons de la Côte de Nuit, Côte de Beaune, par rapport à l'agroforesterie, on a fait venir quelqu'un qui était venu il y a quelques années, il y a 2 ans, 1 an, au sujet à ce sujet, quoi, pour voir un peu ce que ça peut apporter, voir l'aspect bénéfice pour la vigne, la biodiversité, c'est quelque chose qui est pareil. Le Clos des Epnoux, par exemple, donc, comme je disais, c'est 5 hectares 23, on a un mur d'enceinte, donc un mur assez haut. Moi, je trouve que c'est un terrain de jeu qui est magnifique, donc aussi recréer la biodiversité, donc remettre des arbres, comme je disais, on a remis des arbres, remettre des haies mellifères, parce qu'on essaie de faire un peu de miel, voilà. Des cabanes à chauves-souris par exemple, des cabanes à oiseaux, des moutons l'hiver, j'ai des moutons l'hiver, voilà, c'est quelque chose qui est intéressant, ça. Oui, donc chacun a sa petite pierre un peu à l'édifice, c'est des petites solutions, et l'ensemble de ces solutions, on va dire, ou potentielles solutions, parce que peut-être que parfois elles n'ont pas forcément d'impact de manière individuelle. Nous, individuellement, c'est compliqué, mais après il faut que l'interprofession aussi, elle travaille dans ce sens-là, mais c'est chose qu'elle fait. Mais nous, à titre personnel, moi j'ai pas les moyens techniques. Enfin, tu vois, je veux bien faire des essais, mais ça va me prendre des années avant d'avoir un résultat ou avant de voir l'aspect bénéfice de l'essai. Donc, il faut que les instances travaillent là-dessus aussi. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Si chacun fait ses petits trucs dans son coin, à mon avis, ça va prendre du temps et puis c'est pas forcément le résultat. Enfin, le résultat sera pas forcément très concluant, quoi. Ouais, bien sûr. Et on a très rapidement parlé tout à l'heure. Enfin, vous êtes en biodynamie, du coup, sur l'ensemble du domaine, du coup. Ok, 100%. Et certifié, pas certifié? Non, pas certifié. Alors, on est certifié bio à EcoCert. Ok. Donc ça, on est certifié, mais pas sur la partie biodynamie. Il y a une raison particulière? Moi, ma raison, c'est que ça fait encore des contrôles, ça fait encore des cahiers des charges, des choses comme ça. On pourrait l'être aujourd'hui si on demanderait le label, on va dire, Déméter, qui est celui qui est le plus utilisé. On rentre dans le cahier des charges, donc voilà. Mais
Il y a des années où c'est moins facile de faire la biodynamie. Il y a des années où on n'a pas le temps, les conditions climatiques sont pas bonnes. Donc si c'est pour se faire toquer, se faire engueuler parce qu'on n'a pas pu le faire, alors que dans l'idée on est dans biodynamie, on en fait, mais voilà quoi, je pense que... Oui, ça apporte place cette flexibilité selon les millésimes, c'est ce que tu veux dire. Voilà. La bio, c'est quelque chose pour moi qui est important. Avoir une belle agriculture bio, c'est quelque chose, c'est un vrai challenge, et c'est quelque chose qui est très important. Et voilà, comme je disais, la biodynamie, il y a des années où c'est beaucoup plus simple. On va faire le programme classique, complet de la biodynamie, donc silice, mousse de corne et d'autres choses. On a un jardin biodynamique avec nos plantes et tout ça, donc ça nous permet on peut les utiliser. Et puis les années où c'est plus compliqué, on en fait moins. Puis voilà. Bien sûr, c'est aussi ce côté un peu où il faut s'adapter au millésime. On peut vouloir, mais parfois on peut ne pas pouvoir. C'est un peu ça le message. Il faut être pragmatique. Ok, et justement, moi, ça m'intéresse que tu reparles un petit peu, parce qu'on parle aussi pas mal de ça, mais voilà, tu as cet amour dans la nature. Ce que tu aimes, toi, c'est souvent dans tes vignes, passer souvent, on va dire, regarder, contrôler, observer. C'est des choses que tu fais régulièrement. Ouais, mais tous les jours. Ouais. Mais même là, à Paris, je regarde. Je pense que l'observation, elle est nécessaire. Regarder ce qui se passe, regarder l'interaction entre certains végétaux, voir pourquoi ils poussent ces végétaux dans ce cadre-là, dans cette parcelle-là, pourquoi on a des chardons par exemple, ou pourquoi on a d'autres choses. Donc à mon avis, il faut observer. À mon sens, je vais pas assez à la vigne, mais j'essaye. Mais je suis très sensible à l'aspect environnemental. Je suis pas borné, mais je suis assez sensible à ça. Et voilà. Donc, aller aux vignes, regarder, observer, discuter avec les confrères, les collègues. Ouais, ça fait vachement partie de cette démarche-là, où tout à l'heure tu parlais un petit peu, on va aller, on fait des contrôles pour la vendange, etc. Mais n'empêche que je vais quand même aller tous les 2 jours, je vais aller contrôler à la mano, on va dire, dans mes rangs de vignes. Tu as cette envie toujours d'être quand même... il y a le pragmatisme du scientifique, et puis il y a un peu ce feeling, non ? Ouais, il faut le feeling. Est-ce que tu fonctionnes pas un peu comme ça aussi, beaucoup, d'une certaine manière ? Moi, je suis pas un scientifique, j'ai pas eu le cursus on va dire traditionnel, mais donc je me base sur mes qualités à moi qui sont autres que celles de mes prédécesseurs qui ont fait des grandes choses. Voilà, le feeling est pour moi quelque chose d'important, aussi bien à la vigne qu'au chai, qu'en cuverie. Comment ça s'exprime un peu en cuverie, c'est-à-dire par rapport aux fermentations ? Dégustation, observation, sentir les choses, dans le sens sentir, et puis dans le sens ressentir. Oui, voilà, c'est beaucoup de dégustation. Il faut un peu de technique, bien sûr, il faut de la technique. Alors moi, j'ai souvent tendance à dire, faire des vins, c'est pas compliqué. Tout le monde peut faire du vin. Demain, tu peux faire du vin. Allez, c'est parti. Après, ce qui fait la différence entre chacun, c'est la finesse, savoir où on veut aller, savoir connaître le potentiel du raisin, du millésime. Des fois, on peut aller chercher des grandes choses, puis des fois, malheureusement, il a rien dans le sac. Mais on va essayer d'aller chercher quelque chose quand même. Mais, oui, soit d'utiliser la qualité du millésime, soit essayer de la compenser d'une certaine manière. C'est l'aider pour que ça soit le meilleur possible. Mais tout ça, ça passe par du... Ouais, c'est ça, l'observation, du feeling. Et moi, je me base beaucoup là-dessus, quoi. Et alors, est-ce que le domaine Contarmant a souhaité encore continuer à s'élargir, ou vous êtes sur une taille que vous appréciez, que vous souhaitez conserver aujourd'hui, même si c'est problématique aujourd'hui, c'est compliqué d'acquérir de la vigne, je suppose, notamment. Oui, c'est compliqué, c'est pas évident, il y a du monde. Ouais, il y a du monde, c'est ça. Mais par contre, ça vous intéresserait potentiellement de continuer à... Oui, on regarde quand même sur des acquisitions de vignes, mais en restant... sur cette zone on va dire sur cette zone d'appellation, sur cette... On regarde, si tu veux, ça va très vite. Là, entre les vignes qui se libèrent et puis les vignes sont très vite rachetées ou très vite... faut faire savoir qu'on veut, c'est ça, un petit peu d'une certaine manière, parce que je suppose que vu qu'il y a pas mal de gens, il faut que les gens soient au courant.
Les transactions se font assez rapidement aussi. Donc, Puis après, il y a l'aspect pratique. Je veux dire, si on a, nous, le domaine, la cuverie n'est pas immense. Hein, oui. Donc, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas faire plus à un moment donné. Voilà, je pense qu'on est arrivé à une taille limite sur le domaine aujourd'hui. On va dire l'aspect pratique, vinifier 9 hectares, on se rend compte, moi je me rends compte que sur des millésimes comme 22-23 par exemple, qui étaient des millésimes avec des rendements, j'ai pas explosé les records, hein, je suis en moyenne à 35 hecto-hectares, ce qui est quand même pas énorme, mais sur le pinot ça marche très bien. La cuverie était pleine, donc voilà. Oui, donc il y a cette problématique-là de se dire, bon ok, demain si j'achète des vignes, il faut peut-être rajouter une cuverie. Il faut peut-être avoir un peu plus de place. On peut pas pousser les murs là-bas, mais... Après voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vignerons qui construisent d'autres cuveries et tout ça. Donc voilà, il faut voir tout ça, et puis... et le négoce. Le prix des hectares de vignes en Bourgogne, c'est quand même, faut pas l'oublier, ça coûte quand même cher. Mais il y a des terroirs, des appellations, je pense aux Hautes-Côtes, Côtes de Bretonne, Côtes de Nuit, qui sont beaucoup plus accessibles, qui bénéficient aussi du réchauffement, enfin du dérèglement et du réchauffement climatique. Donc c'est des appellations qui sont qualitativement très, très bonnes aujourd'hui. Oui, qui sont montées en gamme avec ce réchauffement-là. Voilà. En fait, il y avait des problèmes peut-être de maturité, c'est ça en fait. Avant. Ouais. Donc voilà, il faut... Qui est lié à une moins bonne exposition, en fait, généralement. Ouais, des vignes qui sont plus hautes en altitude, des maturités qui ont tendance à être un peu plus compliquées. Donc s'il faut attendre longtemps, il ne faut pas que le raisin pourrisse non plus. Mais aujourd'hui, je pense que ça peut être l'Eldorado un peu de la Bourgogne, d'aller chercher des terroirs qui étaient pas forcément très quali avant. Mais bon, voilà, c'est... Oui, c'est un peu comme la ligoté d'une certaine manière. Exactement, c'est exactement ça. Ça a la même logique de se dire, bon, bah voilà, c'est quoi le terroir un peu de demain aussi, parce que si celles-là sont à maturité parfaite maintenant, demain, on a le défi du rafraîchissement. C'est ça. Et ceux qui ne sont pas encore, peut-être que demain, c'est celles qui sont le plus intéressantes. Et c'est un point de vue qui est assez partagé, non, peut-être aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup du coup qui recherchent ces terroirs aussi, quoi. Ouais, puis c'est pas parce que là où on peut faire d'autres choses, on gère les densités de plantation sont moindres, on est sur des rangs un peu plus larges. Ouais. Je prends un exemple, c'est David Duban qui est un copain qui lui à Chevannes, il a beaucoup de vignes, il a des grands crus, il a des très belles appellations, puis il a des Hautes-Côtes beaucoup, et je crois que il croit beaucoup en Haute-Côte, quoi. C'est quelque chose qui est... Oui, il voit la progression au fur et à mesure, et il se dit, c'est quand même un terroir... Ouais, c'est des terroirs qui sont très beaux. Et on peut faire plein de choses. Écoute, je te propose qu'on passe à un petit jeu. Je t'en ai parlé piéger. tout à l'heure. Voilà, exactement. je vais te piéger. On a la chance d'avoir comme partenaire du podcast en fait le Nez du Vin, qui est ce fabuleux coffret de 54 arômes qui ont été synthétisés. J'en ai sélectionné 3. Il faut savoir qu'il y en a quand même beaucoup qui ne retrouvent pas les arômes, donc pas de pression, ça arrive. On n'a pas triché. Hein. Non, on n'a pas triché. Je n'ai rien donné, je donne pas les réponses à l'avance. D'ailleurs, ils le savent bien parce que vu le taux d'échec... Un citrus. Ouais, exactement, le citron. Un peu plus discret celui-là. Le citron, c'est... Ah, ça c'est le... Aussi, je l'ai. L'abricot ? Non, on est sur la pomme. Ah bah pomme, oui, bien sûr, ouais. Alors, j'ai sélectionné deux arômes exprès en me disant, de toute façon, c'est des choses qu'on peut retrouver un peu dans la ligoté, notamment. Écoute, j'ai une question pour toi. On arrive un peu sur la fin du podcast et j'aime bien demander un peu à nos invités quelle est la personne qu'on devrait inviter sur ce podcast, qu'on devrait faire venir ici. Bonne question. Un vigneron, j'imagine, bien sûr. Ah oui, on va dire notre ligne un peu directrice, c'est soit des gérants, soit des propriétaires de domaine, en fonction du fait que le propriétaire est impliqué ou non dans la gestion du domaine. Il faudra inviter Olivier Armand. Par exemple. Ou le comte aussi, les deux. Pourquoi pas ? Non, ça serait très intéressant. Ouais, d'avoir leur discours et leur point de vue. Gabriel qui a une grande histoire avec le domaine, et puis son fils. C'est sûr que ça... C'est un défi d'ailleurs, ça, de garder un petit peu les domaines, on va dire. Ils seront plus à même à en parler, mais oui, c'est quelque chose aujourd'hui qui est compliqué. C'est une grande famille, donc il y a du monde, mais comme je disais tout à l'heure au début du podcast, ils ont un réel amour par rapport à ce domaine. Donc
Aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de gens, enfin pas tous, mais quasiment, ouais, c'est quasiment toute la famille. Ils aiment leur domaine. Et ça, c'est important. Oui. C'est important parce que, parce que maintenant, aujourd'hui, quand on voit le prix, hein, enfin l'argent que ça coûte, l'argent que ça génère, enfin le prix des hectares de vignes, ça pourrait... C'est compliqué, oui, à gérer. Les transmissions sont compliquées, oui. Bien sûr, non, c'est un vrai sujet, c'est vrai. Mais oui, en fait, cette passion, elle est aussi nécessaire parce que ça demande des investissements lourds, ça demande, voilà, et donc il faut faut pas regarder que le côté financier, quoi, on va dire. C'est un peu ça que tu souhaites entendre. Oui, mais l'aspect financier, il est important, hein, si on a une entreprise, mais après, c'est surtout l'aspect sentimental, il est quand même important aussi. C'est un beau métier, quand même. On donne du plaisir aux gens, on fait moi j'ai souvent, des fois j'y pense et je me dis, on a quand même, je fais un métier qui est exceptionnel, quoi, qui me permet de rencontrer plein de gens. Je suis là aujourd'hui, je bouge un peu à travers le monde. Faut pas prendre la grosse tête, faut faire gaffe, hein, parce qu'on peut vite l'avoir, hein. Je pense qu'il y en a certains qui l'ont eu, ou qui l'ont toujours. Non, voilà, faut avoir les pieds sur terre, il faut savoir d'où on vient et où on va. Et voilà, moi je me considère encore comme un paysan, hein, comme un fermier, voilà, on travaille la terre. Et la Bourgogne, c'est ça encore aujourd'hui, je pense. C'est le gros défi de demain d'ailleurs, non ? C'est ça. Et l'aspect environnemental, je vais pas faire une fixette là-dessus, mais je pense qu'il est quand même aujourd'hui plus qu'important de réagir et de se poser les bonnes questions. Et d'aller aux vignes, voilà, et de voir un peu tout ça. Il y a besoin d'être sur le terrain en fait pour le comprendre. Ouais, il faut aller voir les vignes, il faut être sur le terrain. Moi voilà, je fais le vin parce que je connais mes terroirs et je sais le potentiel de chaque terroir. Et c'est ça qui est important, voilà. Faut être humble et laisser faire la nature, mais aussi l'aider parfois. Voilà. Faut accompagner. Et Paul, est-ce que un jour tu te retrouveras à nouveau dans le Languedoc ou c'est quoi un petit peu ton... Je sais pas. Mon futur, ouais. Je sais pas. Là, j'ai encore des choses à faire à Pommard. C'est un peu mes bébés, hein, tout ça. Voilà, donc. Non, j'ai fait mon 10e millésime cette année. C'est ce que j'allais dire. Ouais, ça fait déjà 10 ans. 10 ans. Ouais, presque 10 ans. 10e millésime. Non, mais moi, j'ai un vrai amour par rapport à ce domaine, donc j'ai envie de continuer encore un peu, puis à transmettre plus tard à quelqu'un tout ça. Mais je pense qu'on a encore des belles choses à faire, donc pourvu que ça dure. C'est génial. Et question aussi que j'aime bien poser, c'est savoir si vous accueillez un petit peu des visiteurs ou pas. C'est toujours compliqué avec les quantités. Tu veux venir, c'est pour ça. Bah ouais, notamment. Non, il y a aussi des auditeurs qui sont nombreux, bon. et parfois on peut pas venir dans tous les domaines en Bourgogne. Alors moi j'ai tendance à dire, je reçois, en fait je sais pas dire non, donc c'est un peu mon problème. Appelez-le, il ne saura pas dire non. Ouais. Non, après moi j'essaie de recevoir au maximum. Ouais. Y a des fois des périodes qui sont compliquées, mais si je peux accueillir, j'accueille. Ouais. Ok, voilà. D'accord. Bon, bah génial. Après il y a pas, voilà, j'accueille, mais si la personne ne veut pas acheter de vin, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, voilà, je transmets j'aime bien recevoir du monde quand même. Ok, bah c'est une bonne nouvelle pour nos auditeurs, voilà. s'ils viennent de te voir un petit peu. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour cette passion et cette énergie un peu qui t'anime. Ça s'est tout de suite ressenti très rapidement dans le podcast. C'est très agréable en tout cas pour moi, j'espère que pour nos auditeurs aussi. Et puis je te souhaite bon courage pour la suite de ce millésime, l'élevage, il y a encore pas mal de choses à faire. Quoi. Je rentre demain, tout à l'heure, pour continuer les entonnages. Et voilà, il faudra venir goûter le vin, le millésime 23 bientôt. Avec grand plaisir. Okay. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout, et pour cela, un grand merci. Si vous l'avez apprécié, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup. Et surtout, si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vini Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait pas. À nouveau un grand merci et à bientôt pour une nouvelle rencontre.